Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous vous retrouvons avec un grand plaisir depuis le studio de Radio Clapas 93.5 pour votre émission bimensuelle L'économie au service de l'homme. C'est aussi la devise du CJD, notre mouvement de dirigeants d'entreprises responsables qui osent être dirigeants autrement. Notre monde est mal barré, c'est possible, mais pas fichu. Dans cette série, chacun d'entre nous est le héros, car on parle des objectifs de développement durable de l'ONU pour sauver le monde. Ce sont les ODD, il n'y en a non pas un, ni deux, ni trois, mais 17. Universels, ils se déclinent pour un territoire, une ville, une entreprise, un citoyen. Vous voyez où on veut en venir ? Aujourd'hui, on parle de paix et plus justement de justice pour tous. Avant de vous en dire plus, bonjour à notre invitée Mélanie Parnot, que nous accueillons avec nos deux animateurs jeunes dirigeants, Sandrine, qui est directrice de la responsabilité et de la transformation digitale Afrique et Moyen-Orient d'un grand groupe, et Thomas, qui est dirigeant d'une agence de communication responsable. Mélanie Parnot, vous êtes notre invitée aujourd'hui. Vous êtes avocate depuis 2003. Vous avez fondé le cabinet IPARM à Montpellier, qui conseille les entreprises innovantes et les entreprises de l'ESS. Vous êtes à l'initiative de la création de l'incubateur du barreau de Montpellier, que vous présidez depuis 2018. Et vous avez participé à la création du réseau national des incubateurs de barreaux, dont vous êtes coprésidente et dont l'objectif est de susciter l'innovation chez les avocats pour améliorer l'accès aux droits des citoyens. Et récemment, en 2021, vous avez fait le choix de concentrer votre activité sur l'accès aux droits des personnes âgées en perte d'autonomie en tant qu'avocate et dirigeante d'une start-up de l'économie sociale et solidaire, Droit quotidien, LegalTech. Avant de vous interviewer, je passe la parole à Virginie pour sa chronique intitulée « Justice et paix, le bug ». Mais oui, il y a un bug. Mélanie, Sandrine, Thomas, Lydia, il y a un gros bug qu'on ne parvient pas à résoudre. Un bug d'humanité. À la base, on est tous à peu près mignons ou presque, innocents, en soif d'amour. Et puis, à un moment, ça dégénère. En tout cas, pour une bonne partie d'entre nous. Alors Mao, Staline, Hitler, le top 3 des dirigeants les plus meurtriers de l'histoire ont bien été de mignons bébés avant de tuer des millions de personnes. À moindre échelle aussi, Jacques Léventreur, Marc Dutroux. Eux ont fait leur temps, ils sont au trou, voire même au fond d'un trou, mais le monde n'est pas tiré d'affaire pour autant. Car quelle que soit l'ampleur et la force, la violence et la folie des hommes leur survivent. Il y a un bug. En 2018, 70 millions de personnes ont fui la guerre, les persécutions et les conflits. C'est plus que la population de la France entière. Je me suis demandé si, dans notre longue histoire, on avait déjà eu la paix. Un économiste a analysé l'histoire mondiale jusqu'en 1861 et il révèle que sur une période de 3357 années, il y aurait eu 227 ans de paix. Alors 6%, désolé, mais c'est nul. Au XXe siècle, on aurait eu 2 années de paix dans le monde. 2%, c'est lamentable. Mais le pire, c'est que quand enfin on arrive à vivre dans un pays en paix, au prix de vie, de souffrance, de bataille pour ce qui nous semble juste, une fois que le Graal devient faussement une évidence, on ressent alors un truc qui nous démange pour assouvir de bizarres envies belliqueuses. On joue à la bagarre, à Assassin's Creed, au paintball, on frissonne au chaud devant Game of Thrones, on écoute les nouvelles, on n'est pas déçu du voyage entre les agressions, les corruptions, la pédophilie, les viols, les fusillades, etc. Et nos États qui s'attachent au PIB, cet indicateur de croissance, qui intègre la vente d'armes. Le monde est fou. Il y a un bug. Pourtant, rien que justice et paix, ça sonne juste. Comme un shoot de paradis, de valeurs fondatrices de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un idéal pour lequel on a, dirait-on, en entreprise, quelques axes d'amélioration à travailler. 1948, on est aux Nations Unies, 50 États adoptent ces 30 articles, 8 s'abstiennent. Par exemple, l'Afrique du Sud de l'apartheid refuse le droit à l'égalité devant la loi sans distinction de naissance ou de race. L'Arabie saoudite conteste l'égalité homme-femme. Et les autres trouvent qu'on y va un peu fort sur le côté universel. Il y a un bug. Et aujourd'hui, en voilà un nouveau. Au moins, on sait d'où il vient, on s'est chopé un virus. Dans tout bon traité de politique, de stratégie, de guerre et d'alliance, l'ennemi commun rapproche. Alors que l'humanité doit combattre un ennemi commun inhumain, eh bien, on trouve encore le moyen de se battre.
Et si peu ont entendu l'appel au cessez-le-feu l'an dernier d'Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, et qui implore. Se faire la guerre est une folie. Il faut laisser les conflits armés derrière nous pour concentrer nos efforts sur le véritable combat de nos vies. La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental. Bon, alors le problème, c'est qu'elle varie d'une culture à l'autre. Mais en 2019, l'ONU a enregistré 367 assassinats et 30 disparitions de défenseurs des droits de l'homme, de journalistes et syndicalistes dans 47 pays. 30% des détenus dans le monde n'ont pas eu de condamnation. La corruption, la fraude, le vol et l'évasion fiscale coûtent plus d'1 milliard d'euros par an aux pays en développement, ce qui pourrait nourrir les plus pauvres pendant 6 ans. Un quart des enfants de moins de 5 ans n'ont jamais été enregistrés à la naissance, c'est-à-dire qu'ils sont sans identité juridique, sans preuve leur permettant de protéger leurs droits. Il y a un bug. L'ONU rappelle que l'état de droit et le développement sont étroitement liés et se renforcent mutuellement, ce qui les rend essentiels pour le développement durable au niveau national et international. en France, encore une fois, nous avons beaucoup de chance. Mais ce qui peut paraître un dû, l'accès au droit, à la justice, relève aussi d'un combat de tous les jours. À travers l'éducation, les institutions, les associations, les citoyens et chacun de nous. Soyons-en des artisans sans relâche, car loin d'être acquises, elles sont nos fragiles précieux. Alors débeugons et disons oui aux illustres inconnus dans Jésus de Le Retour. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde ? Oui. Merci déjà Virginie pour cette superbe chronique. Je vais rebondir sur ce que vous avez juste à l'instant évoqué, parce que je crois que Mélanie Parnot, qui est avec nous aujourd'hui, eh bien, fait partie de ces artisans qui œuvrent sans relâche pour donner un accès au droit. On a compris dans la présentation de Thomas que vous aviez plutôt concentré votre activité sur l'accès au droit des personnes âgées. Est-ce qu'on peut revenir à l'enfance en se posant la question finalement de l'accès au droit qui commence, je crois, avant la naissance? Est-ce que pour vous, Mélanie Parnot, c'est une question d'éducation, cet accès au droit? Bonjour. Effectivement, on peut revenir un peu avant la naissance, mais l'accès au droit, c'est bien évidemment un sujet d'éducation très important. Il n'a pas suffisamment de place, à mon avis, actuellement dans le parcours de vie de nos enfants, mais il existe des initiatives, aussi bien par le biais du Défenseur des droits que d'autres associations, parce que pour pouvoir faire partie d'une société, il faut comprendre comment elle fonctionne, et le droit est très structurant pour le fonctionnement d'une société, et la vie en collectivité commence dès l'intégration notamment à l'école. Et donc, oui, je pense que c'est un sujet prioritaire d'éducation pour que chaque personne se considère comme faisant partie du collectif, comme étant respectée, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de règles, finalement, c'est très difficile de savoir comment interagir, même dans une école. Et donc, comprendre ces règles et pouvoir en comprendre, en tout cas, l'utilité, la légitimité et le fait qu'elles soient aussi des protections de chacun de nous, doit commencer, à mon sens, dès l'école. Alors, comment concrètement vous développez justement l'aptitude de ces jeunes à ce qu'on pourrait appeler une confrontation pacifique des points de vue et à l'expression de leurs avis et de leurs opinions? Comment concrètement on peut aider ça dans les écoles justement? Est-ce qu'il y a des programmes pour les enseignants? Comment ça se passe aujourd'hui, vous? Alors, je ne pense pas qu'il y ait des programmes pour les enseignants, mais il y a notamment des événements annuels où on va faire intervenir des avocats dans les écoles pour expliquer le principe du droit. Il y a aussi des formations par le biais effectivement d'associations comme l'association ADEJ qui propose des programmes de formation. Il y a aussi des initiatives comme les médiateurs des pairs, où on va former les élèves à être médiateurs et à gérer des conflits, ce qui va permettre donc aux élèves d'être beaucoup plus autonomes dans la manière dont ils vont régler les difficultés collectivement, et de comprendre comment on peut justement, on va dire, en s'appuyant sur les règles et en écoutant l'autre, régler des difficultés. Mélanie, vous disiez que pour bien vivre en société, il fallait en comprendre les règles.
Est-ce que cette compréhension, elle ne se heurte pas à une difficulté majeure qui est que, bien qu'on connaisse tous l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », on est quand même, si on veut la connaître, obligé, si j'en crois le travail qu'on a fait pour préparer cette interview, obligé de connaître l'équivalent de 85 000 articles législatifs et 230 articles réglementaires. Comment comprendre les règles du droit? Comment être informé? Comment s'en dépatouiller? Oui, alors effectivement, le problème de cet adage « nul n'est censé ignorer la loi », c'est que c'est une utopie, évidemment, c'est impossible. En fait, c'est on va dire un postulat de départ pour que chacun soit obligé de respecter la réglementation, mais c'est techniquement impossible. Je ne connais pas tous ces textes moi-même, bien que faisant du droit depuis 1992. En fait, l'accès au droit, il est organisé par le biais de nos institutions, notamment la direction de l'information légale et administrative, qui a un rôle majeur puisque c'est elle qui permet la publication de tous les textes. Et depuis 2000, nous avons la chance d'avoir un site internet qui s'appelle servicepublic.fr et nous avons aussi Légifrance, en fait, qui sont deux sites internet principalement servicepublic.fr, qui ont vraiment pour fonction de vulgariser toutes les dispositions légales qui sont en vigueur en France. En réalité, ce qu'on a comme obligation, c'est pas de toutes les connaître, mais c'est de se renseigner, finalement. C'est quand on est face à une situation, d'avoir un réflexe de se dire, mais quel est le cadre juridique qui va s'appliquer dans cette situation particulière? Si on prend l'exemple d'une entreprise, elle a une obligation, je crée une entreprise, on va dire que la seconde qui suit, j'ai l'obligation, alors le mieux c'est de le faire un peu avant, c'est de me renseigner, voilà, c'est quoi les règles du jeu de mon truc, là, je crée une boîte, et quelles sont toutes les règles du jeu qui vont s'imposer à moi, et quels sont donc les acteurs que je dois mettre autour de moi pour pouvoir respecter toutes ces règles du jeu. Donc il y a en fait, le citoyen a une obligation, nul n'est censé ignorer la loi, c'est plutôt, tout le monde doit se renseigner et ne pas, se sentir un peu dans un espace de liberté totale, sachant que les règles ont quand même du sens. Alors justement, généralement pour se renseigner, en tous les cas pour les professionnels, souvent ils font appel à un avocat, un professionnel du droit. Il y a une étude qui a été faite en mars 2019 qui dit que 87% des personnes qui font appel à des avocats considèrent que ça se passe pas très bien ou mal. Comment inverser la tendance? Et comment l'expliquer? Alors, effectivement, on ne fait pas appel qu'à des avocats, puisqu'il y a différentes professions réglementées juridiques. Avocats, notaires, huissiers, experts comptables, qui sont peut-être les plus proches, en fait, des entreprises au quotidien. Et conseillers en propriété intellectuelle, etc. Alors, pourquoi y a-t-il une difficulté avec les professionnels du droit, qui sont pourtant considérés aussi comme les acteurs, même les avocats sont considérés comme ceux qui sont les mieux placés pour permettre l'accès au droit, tout simplement parce qu'il y a un héritage culturel, en fait. Les professionnels du droit sont issus d'une tradition très conservatrice, qui a mis l'avocat plutôt à distance du justiciable. Donc il n'est pas conscient parfois de ce que l'entreprise vit dans son quotidien, de ses problématiques, et il a une approche qui est uniquement centrée sur la question du droit la plupart du temps. Et il n'y a pas forcément une logique de relation client, en fait, de qualité de la relation client. Ce qui fait que le justiciable va se retrouver devant un professionnel du droit qui va lui dire des choses qu'il ne comprend pas, et qui, en plus, ne prend pas en compte toutes les dimensions de sa difficulté. Et donc, comment on peut améliorer ça? Tout simplement en s'inspirant de ce que font tous les autres dans les autres domaines de la vie économique, et d'adopter une approche beaucoup plus centrée utilisateur, interagir beaucoup plus avec des compétences complémentaires aux nôtres, c'est-à-dire peut-être être plus dans une logique de comité de conseil avec peut-être expert comptable, conseil en communication, et que finalement l'avocat intervienne plus comme un membre de l'équipe de direction, entre guillemets, en tout cas de conception de la stratégie globale, plutôt que comme une personne extérieure. Souvent on vient nous voir trop tard, on a déjà fait, les entreprises ont déjà fait plein de trucs, et au moment où elles viennent nous voir, finalement, on va leur amener des informations qui vont les contrarier. Et si on avait été finalement interpellé plus tôt,
en étant plus là pour donner les informations, on va dire, les limites, les difficultés juridiques liées au projet, eh bien, on serait davantage... le rapport à la réglementation serait moins compliqué. Est-ce que vous travaillez pour ça avec des médiateurs ou c'est des professions qui exercent de manière complètement séparée ? Alors, des médiateurs, dans quel sens ? Pour essayer de désamorcer le conflit avant qu'on soit dans le procès. Alors, en fait, nous-mêmes, avocats, nous avons la possibilité d'exercer la fonction de médiateur. Effectivement, la médiation, alors, quand on a des difficultés, de plus en plus, on essaye d'amener les entreprises et les particuliers à s'orienter vers ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des conflits. Et donc, on incite de plus en plus, et même c'est vrai que les professionnels du droit n'ont pas encore suffisamment cette culture. Quand une difficulté se présente, on est censé inciter le plus possible les personnes à aller vers de la médiation, qui permet donc, avec un tiers neutre, impartial, d'aider les personnes à se comprendre mutuellement et à avoir à nouveau envie de chercher des solutions pour régler leurs litiges. Alors, on parle d'accès au droit, et là plutôt pour le public adulte. Moi, j'ai quand même une petite question assez pragmatique, et j'imagine que les auditeurs et les auditrices de Radio Clapas se la posent aussi. On a quand même le sentiment, et c'est peut-être pas qu'un sentiment, c'est que quand on fait appel à un avocat ou une avocate, eh bien, ça coûte quand même de l'argent. Donc moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il faut finalement avoir de l'argent pour être bien défendu ? Ça nous brûle tous les lèvres, hein, Ouais, Mélanie. donc là, je suis obligée de poser la question. J'ai envie de dire oui et non. C'est vrai qu'en tant qu'entreprise, il faut mettre une ligne budgétaire droit. Hein. Et souvent, moi, j'ai vu passer pas mal de prévisionnels dans ma vie d'avocate où il n'y avait pas de ligne droit, en fait. Donc, il faut effectivement, c'est un budget qu'il ne faut pas oublier. Il faut un budget com, mais il faut aussi un budget droit. Voilà. Et ensuite, il existe quand même pas mal de dispositifs pour permettre d'améliorer justement l'accès à l'avocat à des coûts moindres ou en tout cas pris en charge. Vous avez notamment l'aide juridictionnelle, mais ça concerne franchement les personnes qui sont les plus démunies, puisqu'on a des seuils. Pour être bénéficiaire, il faut en gros gagner moins de 11 000 euros par an, ce qui est quand même très faible. Donc effectivement, ces personnes-là disposent d'un accès à l'avocat gratuit pour tout ce qui est procédure judiciaire. Alors, je vous coupe. À Montpellier, est-ce que vous pouvez nous dire où ça se situe, pour celles et ceux qui nous écoutent, si effectivement elles ont besoin d'un appui juridictionnel, où est-ce qu'on va concrètement ? Alors concrètement, vous pouvez soit aller sur Internet, télécharger un dossier d'aide juridictionnelle, pour le remplir à la main, joindre toutes les pièces, et vous pouvez l'envoyer au bureau d'aide juridictionnelle au tribunal judiciaire de Montpellier qui se trouve place Pierre-Flotte à Montpellier. Vous pouvez d'ailleurs vous déplacer place Pierre-Flotte à Montpellier et rencontrer un avocat parce qu'il y a des permanences. Mais vous avez aussi la Maison de la Justice et du droit qui a la particularité effectivement de réunir un panel de professionnels du droit, ça peut aller du magistrat en passant par l'avocat, des notaires, qui sont là pour faire des permanences gratuites. Et donc ça se trouve 546 rue André Le Nôtre à Montpellier. Donc vous pouvez les contacter par téléphone. Et vous avez des permanences, notamment juridiques, certaines journées du mois, vous avez des informations sur leur site internet. Donc, si je résume, pour les citoyens et les citoyennes qui nous écoutent, si elles rencontrent une difficulté qui pourrait faire appel au droit, sans trop savoir à quel droit on doit s'adresser, parce qu'il en existe quand même beaucoup, soit elles vont sur Internet, dans le cas où elles ont un ordinateur, un accès à Internet, voire même une imprimante, soit elles peuvent se rendre sur place. Il y a des permanences, il y a un numéro de téléphone, et elles peuvent effectivement rencontrer gratuitement des personnes qui vont les orienter vers les bons juristes au sens large. Peut-être que j'écorche un peu les mots, mais en tout cas, les personnes qui pourront les aider sur le plan juridique. C'est exactement, tout à fait. Sandrine évoquait la question du coût. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le frein des délais ? On a souvent le sentiment que lorsqu'on s'engage dans une procédure, on en prend pour des mois, voire des années. Alors, c'est une réalité. L'accès au juge est extrêmement réduit en termes de... Enfin, la temporalité est complètement délirante parce que quand les problèmes sont là, on souhaiterait qu'ils soient résolus la semaine suivante. Et en général, quand on s'engage dans une procédure judiciaire, on s'engage pour plusieurs années.
la plupart du temps. La moyenne est plutôt de l'ordre de 3 ans, on va dire, pour aller, si on veut aller jusqu'à l'appel. Et si on va aller en cour de cassation, on est plutôt à 5 ans. Et on a pas mal de... Enfin, on va dire que concrètement, on trouve des dossiers qui peuvent durer plus de 10 ans entre le début de l'affaire et la cour de cassation. Parce qu'en plus, quand vous êtes allé en cour de cassation, on peut vous renvoyer à nouveau en cour d'appel. Donc, ça peut être extrêmement long, effectivement. C'est effrayant dans une vie. Ça se justifie comment ? Alors, les raisons sont tant qu'on y sont est. multiples. On a tous un peu un bout de la responsabilité de ça. Nous-mêmes, les professionnels du droit, il nous arrive d'avoir des stratégies de ne pas aller vite parce que c'est dans notre intérêt dans le dossier. On appelle ça une stratégie dilatoire. Donc, il arrive que dans certains dossiers, les avocats jouent un peu le timing, quoi, en fait. Et par ailleurs, on va dire que le budget de la justice n'est peut-être pas suffisamment alimenté et donc les juges manquent de moyens. Il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de... En gros, on ne peut pas produire plus de jugements que ce qu'on a de temps dans l'année pour les traiter. Donc il y a quand même aussi... Après, il y a aussi la complexité des dossiers qui font qu'à un moment donné, on a besoin... Il y a un principe, c'est le principe du contradictoire. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais écrire une argumentation et que je vais apporter des nouvelles pièces, je dois les produire à mon adversaire qui doit avoir le temps de les examiner, de les comprendre, de les expliquer à son client et qui doit permettre à son client de lui-même pouvoir donner ses propres arguments, ses propres pièces en réponse pour se défendre. Et ce ping-pong peut durer plusieurs années finalement parce que selon la complexité de la situation, il peut y avoir... beaucoup de choses à échanger. Et donc, ce principe du contradictoire, c'est vraiment important parce que c'est ce qui permet justement le respect d'un procès équitable. Mais en même temps, il contribue aussi à la lenteur de la justice et avec tous les autres, on va dire. Donc, en résumé, mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, alors, si on revient sur... Il y a les entreprises et puis il y a les citoyens qui peuvent être aussi des salariés de ces entreprises. Moi, je reviens aux entreprises. Tout à l'heure, vous disiez, finalement, c'est important de rajouter une ligne dans son budget prévisionnel sur la ligne droit. Bon, quand on est une entreprise en création, ça représente un budget d'ailleurs, qu'on ne maîtrise pas toujours très bien parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi on va avoir besoin en termes de droit. Au niveau budget, on ne sait pas non plus ce que ça va représenter. Est-ce que, avant de forcément faire appel à un avocat, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont aujourd'hui... Alors, je vais me resituer sur l'échelle de Montpellier et ses alentours. Quels sont les outils accessibles à moindre coût pour ces entreprises déjà, et puis on verra après pour les citoyens, pour avoir accès justement à ce droit? Alors, la première chose, c'est... effectivement, il y a plein d'outils d'accompagnement à Montpellier. Et donc, notamment, quand on crée son entreprise, on peut bénéficier d'accompagnement d'incubateurs, de pépinières qui souvent font aussi intervenir des avocats ou des professionnels du droit pour répondre à certaines questions. Donc ça, c'est, pour ainsi dire, gratuit. Ensuite, si on est dans une perspective d'anticiper les problématiques judiciaires, vous pouvez souscrire une assurance de protection juridique, ce qui coûte très peu cher, mais qui a vraiment une utilité quand on doit se retrouver dans une situation de contentieuse. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'utiliser, je pense que les avocats ne vont pas trop m'aimer en disant ça, mais les outils numériques. Il y a de plus en plus d'outils numériques qui sont très pertinents. Lesquels ? Et donc, notamment, vous avez Legal Place, Legal Start, Captain Contrat. Vous avez une entreprise qui s'appelle K-Block aussi à Montpellier, Kiro à Montpellier aussi, qui donc, tous ces outils numériques, ils permettent vraiment, on va dire que le numérique, là, est une belle opportunité pour la TPE d'accéder à des informations qui sont très adaptées à sa situation et qui, de toute façon, ces entreprises, j'ai envie de dire, ne vont pas avoir les avocats. Donc, à minima, c'est bien qu'elles aillent voir sur ces sites Internet. C'est une amélioration, finalement, de leur accès au droit, de leur conscientisation aussi des risques juridiques, ce qui leur permettra de mobiliser l'avocat quand elles sentiront que l'outil a sa limite,
Donc là, ça me paraît être on va dire une action de bon gestionnaire d'aller se renseigner sur ces sites et où il y a effectivement des prestations assez peu coûteuses qui sont très pertinentes. Elle fait combien cette ligne dans le budget d'une petite TPE ? J'aurais du mal à le dire comme ça. Il faudrait prévoir combien idéalement dans un budget prévisionnel ? Je pense que pour un démarrage, déjà, prévoir peut-être 3 000 € sur la première année pour pouvoir intégrer un peu les coûts de base, ne serait-ce que faire un état des lieux de qu'est-ce qui va m'être applicable, les contrats. Oui, et puis des fois on ignore qu'il y a une réglementation qui est un frein au développement de mon activité. Si je le sais, je vais... Donc je dirais que le minimum du minimum, ce serait 3 000 € pour une petite entreprise. Mais après, vous avez la possibilité de solliciter les professionnels du droit, donc les avocats, et leur demander des forfaits. De plus en plus, on est dans une logique de forfait, d'abonnement. C'est un nouveau modèle économique qui est en train de se développer au niveau de la profession. Les entreprises ont besoin d'avoir une visibilité sur les coûts. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup fonctionné au temps passé. Et ça, c'est en train vraiment de se retourner. On sait aujourd'hui que on est dans justement une logique centrée utilisateur. L'entreprise, ça ne marche pas. Si on lui dit, je ne sais pas, ça sera tant de l'heure, elle ne peut pas gérer comme ça. Donc, il y a beaucoup de cabinets maintenant qui proposent des forfaits. Surtout que le montant de l'heure est quand même assez élevé, on va dire. Donc, ça peut effectivement être à la fois anxiogène et puis on peut comprendre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent essayer de faire par elles-mêmes dans un premier temps pour limiter ces coûts-là. Est-ce que lorsqu'on est un particulier, un citoyen, il existe des procédures pour aller plus vite et éviter de recourir à un avocat et de s'engager dans une procédure longue ? Vous parliez tout à l'heure de la médiation, et je pense éventuellement aux défenseurs des droits, à l'arbitrage. Oui, alors effectivement, la médiation est un outil ça n'exclut pas le fait de prendre un avocat, parce que parfois ça peut être utile que l'avocat puisse poser le cadre et dire quelles sont les réglementations. Donc l'avocat peut participer au processus de médiation pour être là. Donc les avocats de chaque partie peuvent et sont formés pour aussi pouvoir participer au processus de médiation. Mais c'est vrai qu'il n'est pas obligé d'avoir un avocat pour participer à un processus de médiation. Et c'est vrai qu'avec une médiation bien faite, on peut résoudre un conflit extrêmement rapidement et parfois en se dégageant totalement de la règle. Parce qu'on va essayer de trouver une solution qui soit équitable et pas forcément, on va dire, conforme strictement à la réglementation. Donc ça, il est vraiment nécessaire que les citoyens se saisissent de cet outil de la médiation qui est vraiment très pertinent et qui fonctionne très bien. Et vous pouvez demander une médiation, mettre en place une médiation de manière conventionnelle ou bien tout simplement, ou saisir un juge et demander une médiation judiciaire. Et pour les personnes qui n'ont pas de moyens, le médiateur judiciaire sera pris en charge par l'aide juridictionnelle. Et si on veut saisir un juge ou si on veut bénéficier de médiation, on est à Montpellier, on est citoyen, concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, vous avez la possibilité de déposer un dossier d'aide juridictionnelle, comme je disais tout à l'heure, pour demander de saisir un juge et qu'il désigne un médiateur. Là, il désignera un médiateur judiciaire, donc c'est lui qui va le choisir. Et sinon, vous pouvez contacter le centre d'arbitrage et de médiation à Montpellier, qui vient d'être, on va dire, réactivé et qui est géré par Marie-Isabelle Guérin, qui est avocate à Montpellier, et que vous pouvez contacter. Merci beaucoup Mélanie, on reprend dans quelques minutes. Je vous propose avant un court entracte. Vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 dans l'émission du CJD, une association de 5700 dirigeants d'entreprise qui osent mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Grégoire nous fait découvrir son inspiration musicale du jour tout de suite. Hello, c'est Greg au micro. Comme chaque semaine dans le cadre de l'émission L'économie au service de l'homme, je vous présente un petit extrait musical en lien avec le thème. Aujourd'hui, la justice pour tous. Je rajouterai même qu'il est très d'actualité puisque ce morceau s'appelle tout simplement Lockdown, et Lockdown en anglais, ça veut dire confinement. Lockdown, Anderson .Paak, c'est tout de suite. You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Oh my,
Time heals all, but you out of time now. Judge gotta watch us from the clock tower. Little tear gas cleared the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was trying to protest and the fires broke out. Look out for the secret agents, they be planted in the crowd. Said it's civil unrest, but you sleep so sound like you don't hear the screams when we catching beat down. Staying quiet when they killing, but you speak loud when we ride. Got opinions coming from a place of privilege. Sicker than the COVID, how they did them on the ground. Speaking of the COVID, is it still going around? Why don't you tell me about the looting? What's that really all about? Cause they throw away black lives like paper towels plus unemployment rate. What, 40 million now? Killed a man in broad day, might never see a trial. We just wanna break chains like slaves in the south. Started in the north end, but we in the downtown. Riot cops try to block, now we got a showdown. Down. I hereby declare this to be an unlawful assembly. And in the name of the people of the state of California, You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lies. Downtown, where I got popped with the rubber bullet tray pound. Got it in my name now. I'ma shoot it. Never understand why they do it. Someone cut the channel off the news before I lose it. I ain't even tripping. If you with it, then we lootin'. Let me put this Louis in the back of Suzuki. Oh, he had to break it down so smoothly. They gon' say it's not about race, but we moving. Oh, pow, cut the tray pound. Had to put in my name. What should play now? Any given day, I'll be headed to the pulpit. Say a little prayer. Matter of fact, I need two of them. Ooh, won't he do it? Won't he do it? Ooh, this ain't 92, so we in the new rules. Yeah, we got hips, so we don't lose the projects. About to hit Rodale with my little cousin Marcus. Someone threw a whole brick in the Neiman Marcus. Help me put the whole mannequin in the charger. You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Ooh, lockdown, we ain't gotta stop. Cause they tell us to be downtown. Where I got popped with the rubber bullet tray pound. Got it in my name now. I'ma shoot it. Lockdown, we ain't gotta stop. Cause they tell us to be downtown. Mélanie Parnot, vous nous avez déjà donné beaucoup d'indications sur finalement comment accéder au droit, à la fois à Montpellier, dans des institutions physiques, et puis vous nous avez aussi parlé tout à l'heure d'outils digitaux, ce qui nous amène à parler maintenant de l'accès au droit à l'ère du numérique. Alors moi, j'ai une question autour de, finalement, l'accès au droit à l'ère du numérique. On ne peut pas ne pas parler de cette fracture numérique dont on parle. Tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'est pas à l'aise avec les outils digitaux. Donc déjà, est-ce que vous avez des données sur ce sujet à partager avec nous? Et puis comment on fait concrètement dans ce cas? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors effectivement, sur le papier, c'est génial, le numérique, puisque ça va nous permettre de répondre à toutes nos questions très facilement, juste en quelques clics. Le problème, effectivement, c'est qu'il y a 12 millions de personnes qui sont victimes de la fracture du numérique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout Internet, ni par le mobile, ni par un accès fixe. Donc c'est sûr que la fracture du numérique va poser un nouveau problème d'accès au droit. C'est-à-dire que finalement, quand on sait que la majeure partie des démarches administratives, de plus en plus, doit s'effectuer par le biais d'Internet, on se retrouve avec une contradiction totale. C'est-à-dire qu'on va avoir 65% de la population qui finalement, pour qui c'est une super opportunité le numérique, et puis une autre partie de la population pour qui c'est la double peine. Puisque non seulement ils font partie des couches de la population qui sont les plus fragiles, vulnérables, précaires, mais en plus, ils se retrouvent
empêchés d'accéder à leurs droits puisqu'ils devraient pouvoir passer normalement par Internet. Alors en fait, il y a beaucoup d'actions au niveau d'associations, et notamment les Petits Frères des Pauvres, qui donc essayent d'imaginer des solutions et qui ont fait des études assez importantes pour voir comment on fait avec cette population qui va renoncer à des droits, même certaines personnes qui sont finalement d'un niveau social, on va dire, plutôt élevé, des fois renoncent à accéder à leurs droits parce que le numérique, ça leur paraît trop compliqué. Donc, concrètement, l'idée, c'est de mettre en place des acteurs sur le terrain qu'on appelle les médiateurs du numérique, pour faire court, dont le travail est à la fois de faire les formalités administratives avec les personnes, en leur mettant à disposition des outils numériques, de les aider à comprendre, de les former à l'utilisation du numérique pour qu'ils se rendent compte que finalement, c'est pas impossible. Et puis, parmi les préconisations aussi, c'est de mettre à disposition des outils numériques adaptés auprès de ces personnes qui subissent la fracture numérique. Et donc, par exemple, les Petits Frères des Pauvres incitent les entreprises à, quand ils se défont de matériel informatique, les mettre à la disposition de ces associations pour qu'elles puissent les distribuer, les réparer, les remettre en état et les distribuer auprès de toutes ces personnes qui ne peuvent pas accéder au numérique, et donc en leur donnant le matériel nécessaire. Parmi ces personnes souffrant de la fracture numérique, il y a évidemment les personnes âgées. Vous avez décidé de consacrer votre activité à l'accès aux droits à ces personnes âgées au travers de votre start-up de l'économie sociale et solidaire, droit quotidien LegalTech. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les enjeux de l'accès aux droits pour cette catégorie de personnes ? En fait, il y a deux grands pans sur ce sujet des personnes âgées. Le premier pan, c'est que la notion de personne âgée, déjà, elle a été imaginée il y a 130 ans. On s'est dit personne âgée, c'est 65 ans. Alors, c'était il y a 130 ans, c'est 65 ans, ça avait un peu du sens. Mais aujourd'hui, ça en a beaucoup moins. Et donc, il s'avère que nos droits occidentaux sont souvent très discriminatoires vis-à-vis de ces personnes âgées, puisque elles vont plus pouvoir bénéficier de certaines choses comme la formation professionnelle, comme participer dans certaines entreprises. Vous avez des limites d'âge pour être mandataire social. Voilà. Et donc, il y a tout un tas de dispositions en fait qui sont assez discriminatoires vis-à-vis des personnes âgées. Donc, c'est important aussi de conscientiser en fait cette discrimination, parce que finalement, on ne se rend pas trop compte, mais voilà, à 65 ans, on peut être mis à la retraite. Donc, on peut trouver que c'est une chance, parce que finalement, on a besoin de se reposer. Voilà. Mais aussi, il s'avère quand même que ça pose une grosse difficulté, c'est que l'arrêt de l'activité d'une personne a vraiment un impact extrêmement négatif peut avoir en tout cas un impact extrêmement négatif sur sa santé, parce que quand vous ne pratiquez pas, quand vous n'avez pas d'activité, d'abord, vous n'existez plus socialement. Parce que dans nos sociétés, nous sommes ce que nous faisons la plupart du temps. Et donc, il va y avoir un processus d'isolement social. Et puis, l'inactivité au sens cognitif du terme, elle peut induire des pertes de capacité et elle peut entraîner ce qu'on appelle la perte d'autonomie, finalement, progressivement. Donc, il y a vraiment un enjeu important à imaginer le droit de demain pour qu'il soit le plus possible inclusif et pas discriminatoire vis-à-vis des personnes qui sont dans leur deuxième partie de leur vie, parce que finalement, à 65 ans, on peut vivre encore pas mal d'années. Donc ça, c'est la première chose sur le sujet des personnes âgées. La deuxième, effectivement, c'est que quand une personne se retrouve en situation de perte d'autonomie, généralement, ce qu'elle veut, c'est rester à domicile. Et j'ai envie de dire, c'est normal, parce qu'il n'y a que chez soi qu'on se sent bien, finalement. Donc, ça pose vraiment des soucis de sécurité, parce qu'une personne en perte d'autonomie à domicile, elle est effectivement exposée à plein de risques. Et on a, depuis de nombreuses années, il existe une réglementation qui s'appelle les mesures de protection juridique, qui sont là pour protéger la personne contre elle-même, malheureusement, la plupart du temps, et puis pour la protéger aussi à son bénéfice. Donc cette réglementation, elle est aujourd'hui beaucoup questionnée et critiquée
puisque souvent, on va dire les mots, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale, mandat de protection future. Donc on entend surtout tutelle, curatelle, et c'est perçu comme une sorte de mort civile. Ce qui fait que ces mesures de protection sont mal connues, mal acceptées, voire fuies par les personnes, alors qu'elles peuvent être vraiment au service des personnes, mais qu'elles sont des fois aussi des facteurs d'aggravation des pertes d'autonomie. Donc il y a un vrai enjeu à faire en sorte que ces dispositifs légaux qui sont là vraiment pour aider les personnes en perte d'autonomie les aident vraiment. Et donc nous, notre projet, à Droit Quotidien Legal Tech, c'est de faire en sorte que ces dispositifs soient le plus mobilisés de manière anticipée pour que la personne soit au centre en fait de la mise en place de sa mesure de protection, si elle est nécessaire, et qu'elle soit le plus personnalisée possible. En fait, l'objectif, c'est que les gens continuent à vivre comme ils ont envie de vivre et que la mesure de protection ne soit pas un facteur qui vienne modifier la manière de vivre de la personne. Et concrètement, pour des accompagnants, souvent des enfants, qui sont confrontés à cette situation, qui voient leurs parents perdre en autonomie, parfois perdre aussi la mémoire, leurs facultés cognitives, qu'est-ce que vous préconisez de faire concrètement pour à la fois garantir la personne, comme vous le disiez tout à l'heure, contre elle-même, mais aussi pour elle-même. Surtout pour elle-même d'ailleurs. Alors, en fait, moi je préconise pas directement en réalité dans le parcours de perte d'autonomie d'une personne. C'est d'abord des acteurs du médico-social qui vont être pertinents, que ce soit des assistantes sociales, mais aussi des gériatres, tous les acteurs, que ce soit les CCAS, le conseil départemental. Voilà. Il y a quand même un ensemble de dispositifs en fait, qui ont été conçus pour amener, on va dire, tout un tas de solutions, parce que la solution n'est pas juridique en fait. Le droit, c'est un petit bout d'une solution plus globale d'étayage des personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc nous, en fait, notre objectif, c'est plus de participer à ce parcours, on va dire, cet ensemble de parties prenantes en fait, qui coopèrent autour de la personne âgée, et d'apporter l'information juridique la plus qualitative et la plus pertinente et, on va dire, personnalisée aux acteurs qui accompagnent la personne en perte d'autonomie. Donc nous, ce qu'on préconise, on va dire, c'est l'anticipation, parce qu'aujourd'hui, il existe des outils juridiques qui sont faciles à mettre en place, qu'on appelle les mandats de protection future, que toute personne peut décider de rédiger. Donc là, vous allez écrire « Qu'est-ce que je veux si dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, je me retrouve en situation de perte d'autonomie ?» Mais je vais faire, comme je vais faire mon testament, mais là, je vais en gros écrire le scénario de ce que je voudrais vivre. Je veux rester à domicile, je veux que ce soit telle personne qui s'occupe de mes affaires, je veux que ce soit telle personne qui s'occupe de mon accompagnement médical, je souhaite, voilà ce que j'aime dans la vie faire, et donc je souhaite que on ne vende pas ma résidence secondaire parce que j'ai besoin d'y aller régulièrement, non, voilà, je préfère rester à domicile, donc s'il y a besoin d'avoir un étayage important, je préférerais qu'on vende. Voilà. C'est vraiment essayer d'imaginer, de se mettre en fait dans la situation de quand je serai plus en capacité, si ça arrive. C'est dur de se mettre dans... C'est très tabou comme sujet, mais le mieux, c'est quand même de le faire en amont. Et ensuite, effectivement, ce qu'on préconise, c'est si jamais on ne l'a pas fait et qu'il y a une perte d'autonomie qui arrive, c'est de mettre en place la mesure de protection la plus adaptée possible, le plus tôt possible. Il faut savoir qu'une procédure devant le juge des tutelles, ça peut prendre 1 année. Donc, pour avoir une décision qui soit adaptée. Donc, si plus tard, on décide d'agir sur ce sujet-là, que ce soit vous en tant que personne âgée ou la famille autour, et plus tard, l'étayage va se mettre en place avec quand même un enjeu très important qui est la maltraitance. En France, on a des super outils, le réseau 3977 qui œuvre vraiment de manière pertinente sur la maltraitance, mais en fait, si on met en place des mesures de protection, on fait quand même énormément obstacle à la maltraitance. Merci infiniment. Je me sens très injuste de devoir interrompre un peu tous ces échanges. Merci beaucoup. L'heure tourne sur Radio Clapas 93.5.
On retient de ce que vous venez de dire, vraiment d'être dans l'anticipation de besoins de protection future quand on vieillit ou quand nos proches vieillissent. Et la deuxième chose, c'est de réagir vite pour mettre des mesures de protection rapidement en place. Sandrine, Thomas, est-ce que vous avez une toute petite dernière remarque minuscule pour clore ces échanges ? Une petite remarque, c'est toujours difficile, mais je vais essayer de résumer. En tout cas, merci beaucoup, Mélanie Parnot, pour tous ces échanges qui ont tourné autour de l'accès au droit tout au long de la vie. Je dirais juste que je crois que cet accès au droit tout au long de la vie a encore un long chemin devant lui, puisque on voit bien dans ce que vous nous dites que c'est pas si facile d'avoir accès à ce droit quand on est enfant, quand on est une personne âgée. Et il y a des moments dans la vie où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Il existe plein de choses et il y a encore beaucoup de choses à développer pour que ce soit effectivement juste pour tout le monde. Donc merci encore. Moi, je dirais juste que j'irais volontiers faire un tour à la Maison de la Justice et du Droit. J'ai trouvé cette information fort pratique, pertinente et intéressante. Merci. Et Mélanie, votre mot de la fin, celui avec lequel vous voulez que nos auditeurs repartent aujourd'hui. Je pense qu'il faut voir le droit comme un outil à notre service. Et donc, il faut vraiment aller au-devant du droit et se dire qu'il y a toujours des solutions qui ont du sens, parce que le droit est quand même conçu pour protéger la collectivité. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut avoir un rapport extrêmement proactif, apaisé vis-à-vis du droit, qui est un outil à notre service. Et si on a un rapport justement actif face au droit, on va pouvoir imaginer des solutions qui seront à notre service et on ne va pas les subir. Donc, c'est ça, en fait, que je dirais. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est votre émission. Notre émission L'économie au service de l'homme touche à sa fin. Mais avant de vous dire au revoir, Anne vous donne des trucs et astuces en matière d'intelligence collective. Ce sont des pratiques que nous valorisons dans notre association pour être plus intelligents à plusieurs que tout seul. Anne, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de délivrer cette 9e chronique sur l'intelligence collective et ses ressorts en entreprise. Lors de ma dernière chronique, j'ai commencé à évoquer la norme de groupe que vous pouvez, en tant que manager, encourager dans vos équipes si vous souhaitez développer une intelligence collective. D'où cela vient-il, ou plutôt, quand ce concept a-t-il émergé ? En 2012, après des années d'études sur les performances individuelles, Google démarre ce qui s'appellera le projet Aristote, qui a pour but de comprendre ce qui rend les équipes performantes. Il a été connu plus tard sous l'appellation de Rework, et c'est sous ce terme que vous trouverez des informations sur Google justement. Les équipes de Google, composées de psychologues, statisticiens, sociologues et ingénieurs, ont analysé 50 années de littérature sur le sujet de la performance des équipes. Ils ont aussi passé au crible les performances et la composition de 180 équipes de travail en détail. Et pourtant, en dépit de la somme colossale de travail que tout ceci constitue, à l'issue de cette première étape, aucun schéma ne permettait à Google de prédire quelles équipes allaient performer ou non. L'équipe du projet Aristote, qui a entre-temps étudié les concepts de psychologie sociale, repère celui de normes de groupe et s'aperçoit que ce facteur est déterminant en matière de performance d'équipe. En fait, nous dit Google, la norme de groupe est le facteur qui explique la variabilité des réussites collectives. Mais pas n'importe quelle norme de groupe. Google nous dit aussi que la norme de groupe qui fonctionne, celle qui crée la réussite et la performance des équipes, c'est une norme qui crée de la sécurité psychologique. Une norme où personne ne monopolise la parole, où la sensibilité émotionnelle des participants leur permet de communiquer entre eux et de comprendre leurs perceptions respectives. Bon, cela ne vous rappelle rien ? Ben oui, c'est du boulet. Les équipes qui réussissent sont celles où la sensibilité émotionnelle est élevée et où aucun chef, boss, soi-disant leader n'impose son point de vue et sa parole. Une autre psychologue américaine, professeure de management à Harvard, Amy Edmondson,
a développé un concept identique pour identifier les facteurs clés de succès dans les équipes apprenantes. Amy Edmondson nous dit que les équipes qui réussissent à progresser sont celles où la sécurité psychologique est élevée. Woolley, Edmondson et Google nous disent donc tous la même chose. Il existe une norme de groupe qui permet aux équipes d'être performantes, de progresser et d'avoir du succès. C'est une norme qui favorise la sécurité psychologique, la certitude partagée par tous les membres d'une équipe que celle-ci représente un filet de sécurité vis-à-vis de la prise de risque relationnelle. Comme le dit Amy Edmondson, cette notion décrit une ambiance d'équipe caractérisée par de la confiance et du respect mutuel qui permettent à chacun et chacune d'être lui-même. En zone de sécurité émotionnelle, on dispose d'un espace d'expression sans jugement qui autorise une parole libérée. Lorsque les chercheurs du projet Aristote ont intégré dans leurs recherches le concept de sécurité émotionnelle, il leur est apparu que celui-ci était essentiel pour prédire et expliquer la réussite des collectifs de travail. Ce projet Aristote, devenu depuis Rework, a donc proposé aux chefs d'équipe une liste de 5 questions. Les équipes efficientes répondent oui à chacune de ces 5 questions. Devinez quelle est la première et la plus importante ? Oui, la question sur l'existence d'une sécurité émotionnelle dans l'équipe. Et vous ? Travaillez-vous dans une équipe où ce climat de sécurité émotionnelle est présent ? Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et nous voilà déjà à la fin de cette émission L'économie au service de l'homme, dédiée aux enjeux de la justice pour tous. Un grand merci à Mélanie Parnot qui nous a donné sa vision du droit et son engagement auprès des personnes âgées en particulier. Merci à l'équipe de Radio Clapas 93.5 et aux jeunes dirigeants du CJD. On avait Sandrine et Thomas aujourd'hui, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les mardis à 17h. Retrouvez les replays sur Radio Clapas ou sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier. Et petite nouveauté, vous pouvez aussi les retrouver maintenant sur Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcasts, Stitcher, iTunes, etc. Alors faites-vous plaisir, à très bientôt, prenez soin de vos proches et de vous.